cible, tu l'atteins jamais en fait. Mais c'est pas grave, tu fais toujours un pas dans la bonne direction, tu te rapproches de cet objectif. Puisque tu cours pas vers la cible avec un gros cycle en V, t'as le droit de changer de cible, t'as le droit de pivoter. Quand on fait que des petits pas dans une direction donnée, c'est quand même plus facile de pivoter que de prendre de l'élan et de se mettre à courir. Quand on développe dans un produit, dans un logiciel, il y a ce qui déclenche de la valeur chez le client, ça c'est important de le remplir. Mais si on va trop loin tout de suite, on passe trop de temps, le time to market augmente, il faut rester agile. Une sorte de fainéantise intelligent. Sans puissance, la maîtrise n'est rien. Tu peux maîtriser un instrument, tout ce que tu veux, mais si t'envoies pas de l'énergie avec, tu te retrouves avec un truc un peu cru, un peu plat. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Fabrice Delaporte, qui est le CTO de Data Legal Drive. Merci Fabrice d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Plaisir partagé. Je vais commencer par remercier quelqu'un avant de démarrer le podcast. Je remercier Antoine Berthelin qui nous a mis tous les deux en relation, qui est une connaissance commune que tu connais depuis peu, toi. Depuis, effectivement, alors ça fait 3 mois, un petit peu plus de 3 mois maintenant. Effectivement, j'ai recruté Antoine dans mes équipes il y a peu. Et c'est assez rapidement lui qui m'a dit écoute, en fait, tu connais ce podcast, je ne connaissais pas. Et il m'a dit tiens, ça pourrait être pas mal pour toi. Et il a fait la mise en relation. Et voilà, on est là aujourd'hui. Et te voilà. Voilà. Et ben écoute, on le remercie. Et je crois qu'on a d'autres connaissances communes de par certains de tes passages chez Léo et certaines personnes que j'ai enregistrées ici, François Soutrel notamment. Enfin, absolument. Voilà, le monde est petit. Et, plus petit qu'il n'y paraît. Et du coup, on y reviendra justement sur Eléo, mais peut-être avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter quelques grandes étapes de ton parcours ? Alors, je vais essayer d'être synthétique pour la première phase, du coup. Moi, je suis ingénieur de formation. Donc, mon truc, c'est la technique, mais je me suis découvert sur le tard. J'ai repoussé le plus loin possible les choix engageants dans ma vie. Donc, il n'y a qu'en dernière année d'ingénierie où je me suis spécialisé dans l'IT. J'ai découvert le développement. Et donc, assez naturellement, je me suis lancé dans le développement dans la première partie de ma carrière. D'abord comme consultant. Pourquoi tu as repoussé les choix engageants de ta vie ? Je les ai pas repoussés volontairement, je pense. C'était pas comme beaucoup de gens, je savais pas exactement. À une époque où plutôt en train de faire un peu la fête, et puis t'apprends tes maths, t'apprends ta physique, et puis quand il s'agit de savoir ce que tu veux faire plus tard pour de bon, j'ai toujours voulu être pilote de ligne, sauf que quand j'ai découvert que j'étais myope, ma mère m'a dit assez rapidement ça va pas être possible. Bon, j'en ai fait mon deuil, quand bien même à l'époque on commençait à faire des opérations de la myopie, mais bon, je me suis dit il faudra que je me trouve autre chose, et puis voilà. Donc comme j'avais ce background un peu technique, on y reviendra, mais j'aime bien faire des trucs avec des engrenages à la maison, des trucs qui tournent, donc ce côté j'étais plus un scientifique en fait, voilà, c'est tout ça. Ouais. Mindset plutôt scientifique, donc lycée c'est première S, terminale S. Comment est-ce qu'on poursuit des études et qu'on trouve un bon job, c'est en faisant une école d'ingé, donc prépa, école d'ingé, et puis voilà. Donc, mais sur la fin, tu t'es laissé le maximum de portes ouvertes jusqu'au moment ça c'était où... un début, effectivement. Ouais. C'était de repousser les choix de manière plus ou moins consciente, certes, mais ouais, aller le plus loin possible aussi, et en même temps j'allais dire presque en faisant le minimum, parce que j'ai ce côté un peu de l'informaticien, j'aime pas faire les choses 2 fois. Mais en même temps, il faut trouver le bon niveau, faut produire la bonne chose sans surinvestir pour des choses qui servent à rien. Ça, c'est une caractéristique du bon informaticien ? Ouais. Alors, attention, faut pas prendre la chose, faut pas mal l'interpréter. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on développe dans un produit, dans un logiciel, il y a ce qui déclenche de la valeur chez le client. Ça, c'est important de le remplir. Il y a ce qui va en déclencher le lendemain, ce sur quoi on va pouvoir capitaliser. Mais si on va trop loin tout de suite, on passe trop de temps, le time to market augmente, et potentiellement, t'es pas sûr que ce que tu as fait de plus va avoir de la valeur. Donc c'est cette logique d'agilité plutôt. C'est une autre manière de dire qu'il faut rester agile. Voilà.
Une sorte de fainéantise intelligente. C'est bien dit. Donc voilà, j'ai quand même fait cette école d'ingénieur et puis je me suis lancé dans le conseil. À l'époque, j'avais une petite lubie, je voulais devenir, comme plein de gens, je pense, je voulais devenir riche. Et donc je m'étais dit que c'était la finance, mais je voulais pas faire les maths appliquées parce que c'était pas mon truc. Et donc je voulais rentrer par la porte d'à côté, c'est-à-dire rentrer dans les services IT des banques et puis progressivement bifurquer vers la salle de marché. Mais le métier du conseil dans l'informatique financière, ça m'a appris que justement c'était sans doute pas ça que j'aimais faire. Et donc t'as renoncé à la richesse, quoi. Alors j'ai pas vraiment renoncé à la richesse, j'ai renoncé à ce moyen-là d'y parvenir, sachant que je me suis rendu compte que c'était pas forcément une fin en soi non plus dans l'absolu, hein, mais non, je me suis surtout rendu compte que d'abord programmer ça m'intéressait, j'aimais bien ça. Et que j'avais besoin de quelque chose qui avait un petit peu plus de fond. Et en fait, il m'est arrivé une petite tuile à un moment donné, je me suis cassé la cheville et j'ai été arrêté un petit peu et ça m'a donné une occasion de faire un petit peu le point sur ce que je voulais, où est-ce que j'en étais. J'ai repris contact avec mon maître de stage quand j'étais en école, qui à l'époque m'avait pris en stage chez Business Objects, j'étais en stage de fin d'études, pour qu'il me mette une appréciation sur LinkedIn, parce que du coup on était en 2005, c'était il y a longtemps déjà, et c'est lui qui m'avait introduit sur LinkedIn. Il n'y avait pas grand monde à ce moment-là sur LinkedIn. Non, c'était il y a les débuts. Longtemps. On a du mal à se rendre compte maintenant que ce monde a existé dans lequel Internet émergeait et ces boîtes-là que les réseaux sociaux n'existaient pas. Peu présents. Très peu, ouais. Et donc, au moment où je lui demande de mettre une appréciation juste histoire d'enrichir mon profil, je savais à nouveau pas ce que j'allais chercher en fait. Il m'a dit mais du coup, je te mets une appréciation, mais tu cherches du travail. Je dis potentiellement oui. Et autant il n'avait pas pu me garder à la suite de mon stage de fin d'études, autant à ce moment-là il me dit attends, là je cherche quelqu'un, ça serait bien, viens on va discuter. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai choisi de rentrer chez Business Objects après avoir fait 1 an et demi, 2 ans de conseil dans la banque, enfin dans l'informatique bancaire, financière plutôt que bancaire en réalité. Et là, c'est un petit peu, c'est un gros changement parce que je me suis retrouvé dans une. Je suis désolé, il faut que j'aille plus vite sur la présentation. Je te disais quand je pars, je peux commencer à voilà. Mais chez Business Objects, je suis rentré chez un éditeur de logiciels, donc vraiment mindset totalement différent. On fait un produit, on donne de la valeur à des clients qui achètent le produit. On développe pas exactement. On a des clients en interne, donc quand on fait du service, mais c'est une autre approche. Et d'autant plus différente que je suis rentré dans l'équipe qui à l'époque s'appelait Advanced Development, qui est une équipe qui fait que du proto autour du produit pour trouver des pistes d'évolution future. Donc on fait beaucoup d'avant-vente, beaucoup de calls avec des ingénieurs pre-sales, etc. pour identifier en avance de phase des besoins chez des clients que le produit ne sait pas remplir en utilisant de la nouvelle techno. Donc par exemple, on avait bossé sur un gros projet qui nous occupait un certain temps plutôt, on va dire, de développement de reporting sur mobile, quoi. Donc à l'époque les mobiles c'était les Nokia, c'était J2ME, c'était les BlackBerry. Donc en termes de stack technique, rien à voir avec ce qu'on manipule aujourd'hui. C'était tout ça, c'était très immature. Ça avait beau être du Java, c'était standard sur le langage, dans les comportements un peu moins. Il y avait plein de trucs sympas qui se passaient quand on passait d'un téléphone à un autre. On passait d'un Nokia à un Sony Ericsson, etc. Enfin voilà. Et c'était super intéressant parce que du coup il y a un contexte un peu international avec des clients en Europe, aux US, donc pas mal d'ouverture aussi sur les langues et l'interaction et quelques voyages. Et puis un truc, techniquement, tu t'éclates. Tu fais une partie serveur, une partie mobile, du prototype, donc il n'y a même pas les contraintes d'un produit qui est en production avec une base d'utilisateurs à supporter derrière, etc. Donc là, je me suis vraiment éclaté. Tu préfères les protos ou tu préfères les trucs en prod aujourd'hui ? Non, il faut les deux. Je pense que un bon produit innovant qui performe, ça passe nécessairement par une phase de proto, à moins que ce soit le truc qu'on ait fait N fois et qu'on remette en chantier à chaque fois pour un besoin légèrement différent. Mais trouver la bonne solution, moi je pense que ça passe nécessairement par un petit peu de proto. Surtout s'il faut se poser la question des briques techniques à utiliser, ne pas réinventer la roue, ça c'est super important. Bien réfléchir, qu'est-ce qui existe à l'instant T où je commence à développer quelque chose. Mais après faire du proto juste pour du proto, à un moment donné, faut bien vendre, hein, je veux dire, faut bien que ça serve à quelqu'un. C'est la logique.
Et on apprend aussi énormément de choses avec un produit qui est en prod. Des problèmes de supportabilité, si je prends un peu l'anglicisme, savoir écrire des bons logs, une bonne gestion d'erreurs, savoir écrire du code performant, débugger les choses after the fact, un problème de perf, une interruption, etc. Ça vient, c'est pareil, c'est toujours des boucles comme ça d'amélioration super structurantes dans ce métier-là. Et il fallait nécessairement à un moment donné pour moi sortir du proto et rentrer sur des systèmes de prod pour boucler cette boucle-là. Donc on s'éclate sur du proto, mais en fait l'exercice il a pas les pieds sur terre si tu remets pas à un moment donné les choses dans un produit, quoi. Donc c'est nécessaire et c'est hyper enrichissant aussi d'avoir cette partie-là. Après c'est vrai que se faire réveiller par une astreinte à 2h du matin, c'est un peu moins fun que faire un état de l'art et tester des technos. Voilà, c'est pas le même genre de job, mais il faut apprendre aussi, et c'est aussi comme ça qu'on apprend, je pense, à faire un bon produit. Donc, ouais, j'ai passé 3 ans chez BO. Et ça faisait quelques mois, j'avais un pote de promo qui me faisait des appels du pied pour rentrer dans une start-up. Du coup, j'avais connu un peu que des grosses structures, donc une boîte de conseil qui faisait quand même, je sais plus, entre 100, une bonne centaine de personnes, mais dans un client qui a, lui, des grosses équipes. Un éditeur comme Business Objects qui est quand même qui est bien implanté. Qui est déjà une belle machine. Qui, 6 mois avant que je les quitte, venait d'être acheté par SAP. Donc voilà, pareil, un gros changement d'échelle qui s'annonçait. Donc BO avait racheté Crystal Reports, SAP rachète Business Objects. On monte à plusieurs dizaines de milliers de personnes, des projets en Allemagne, etc. Et à côté de ça, voilà, ce pote de promo, Ced, qui me... C'est un des dans les critères de déclenchement de décision où tu t'en vas, le fait que bon, c'est la grosse machine, les gros process, les changements, ça a joué, ou c'est plus l'envie de changement, le pote Ça a modérément joué, honnêtement, c'était pas le critère principal. J'étais pas sur le départ. Je me suis fait débaucher gentiment par un copain, voilà. Il y avait un contexte pour moi qui était, quand je dis moi à titre individuel, hein, où il y avait de l'incertitude, mais pas plus qu'avant, et je pense pas plus qu'après, parce qu'on était dans une équipe relativement préservée, cette équipe d'innovation. D'ailleurs, ça s'est transformé en Business Object Labs à un moment donné. Cette équipe d'innovation-là, elle a vocation à perdurer et à continuer à faire de l'innovation, peut-être à se rapprocher d'autres équipes, faire de l'innovation avec des produits SAP, etc. Donc non, en revanche, c'est vrai qu'il y avait un contexte à un moment donné où pour d'autres équipes, d'autres produits, il y avait de l'overlap, hein. C'est une acquisition avec des produits complémentaires parfois et des produits concurrents par ailleurs. Et donc là, c'est plus anxiogène pour eux. Et là, du coup, bon, ça il y a quelques endroits où ça s'était un petit peu tendu. Donc il y avait un petit contexte, voilà, qui était comme ça, mais c'est pas ça qui a provoqué mon départ. C'est vraiment, ça faisait une première fois où ça me sollicitait. Je dis non, mais moi je suis bien où je suis. Je n'ai pas spécialement envie de changer. J'ai l'impression de continuer à progresser, d'apprendre des trucs, etc. J'avais un baby chez Business Objects. Donc on s'amusait bien. À l'époque, ça faisait partie des trucs qui motivaient. Hein. Ben, moi, j'étais pas allé du tout pour ça, mais non, en fait, plus globalement, ce qui est assez marrant, ça fait un petit moment que je les ai pas vus, hein, mais c'est des gens avec qui j'ai gardé contact pendant longtemps après être parti, à retourner se faire des restos, etc. Donc on a développé quand même des connexions et on s'entendait super bien, et donc c'est agréable de travailler dans ces conditions-là, au-delà du projet ou des projets sur lesquels on peut travailler. L'interaction avec les équipes, c'est quand même c'est un peu le carburant aussi pour moi, pour plein de gens, hein, mais pour moi, et donc j'étais bien, mais c'est vrai que du coup j'avais pas que ces copains-là, j'en avais d'autres, et donc il y avait du coup Ced qui était chez Iléo à l'époque, qui me dit mais viens, c'est plus petit mais tu vas voir, c'est cool. Et donc au début je faisais un peu la sourde oreille, et puis j'ai fini par me laisser tenter à discuter avec le CTO des Iléo de l'époque, Thierry Lucet, et en fait ça m'a projeté dans un monde encore différent, qui n'était pas du coup celui du logiciel entre guillemets sur étagère,
mais d'une solution technologique avec de l'embarqué, des plateformes serveurs, un opérateur de technologie. Avec de l'IoT, chose ça s'appelait pas exactement comme ça à l'époque, mais le terme est arrivé. Les véhicules connectés, totalement en avance de phase, avec des développeurs, même si moi c'était pas mon rayon, mais les développeurs qui travaillent dans l'embarqué, ils ont des valises sur leur bureau, il y a un côté électronique, et des fils électriques partout, des résistances, il y a un côté, tu mets les mains dedans, dans le cambouis, qui m'avait bien séduit à l'époque, et donc j'ai pris la décision de les rejoindre. De partir sur cette page, quoi. De les rejoindre en 2008. Donc là, c'est plus petit, là, hein, quand même. Beaucoup plus petit. ouais, beaucoup plus petit. Ma mémoire me joue sans doute des tours, mais je pense qu'on était 11, 12 peut-être au moment où je suis arrivé là-bas. Ah ouais, vraiment tout petit. Quoi. Ah ouais, c'était le gros shift. Gros shift. Avec quand même quelque chose qui existait déjà depuis quelques années. Parce que les premières lignes de code, je pense, sur toute la partie serveur, elles étaient de 2003. Moi, je suis recruté en tant qu'architecte à ce moment-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un terme qu'on voit, je sais pas si on le voit beaucoup ou peu, mais il y a ce côté un peu être technique et puis en même temps essayer d'imaginer comment on va construire le produit. Puis il y avait un côté aussi pompier, parce que quand je parle des astreintes à 2h du mat qui fonctionnaient ton téléphone, il y en avait notamment chez Ileo, parce qu'il y avait, il y avait un back-end qui avait un petit peu vécu et qui avait quelques soucis en production de fuite de mémoire, de trucs comme ça qu'on rencontre forcément à un moment donné ou un autre dans sa carrière. Et du coup, architecte sur la partie serveur. Serveur Ouais, dans un premier temps sur la partie serveur, non, architecte J2E quoi en fait, okay. Parce que c'était un back-end, c'était du JBoss 2. Je sais plus quoi, un vieux truc. Une de mes missions, je suis resté quand même pas loin de 8 ans chez Ileo. Donc là, période beaucoup plus longue. J'ai appris énormément de choses, j'ai mis beaucoup de choses en place, et j'ai beaucoup évolué. Mais ma mission c'était de débrancher JBoss en arrivant. Et 8 ans après, il était toujours là. Il était toujours là et je crois qu'il a été débranché, mais un certain temps après que j'ai quitté Ileo aussi. Mais voilà, ça c'est la vie du legacy, c'est la vie des systèmes de prod aussi. On fait pas ce qu'on veut, on n'a pas les budgets de réécriture, et puis si on réécrit, est-ce que vraiment ce sera mieux? Donc est-ce que c'est toujours les bons choix? Mais ça faisait partie de l'objectif quand tu rentres. Ouais, c'était dans les entretiens de recrutement, on dit bon, il y aura ce sujet débrancher JBoss. Alors je sais pas si c'était l'entretien de recrutement, parce que bon, ça remonte. Il y avait plein de trucs, mais ouais, enfin. C'était entre guillemets une de mes missions là après mon arrivée, d'abord de mettre les mains dedans, parce qu'en fait il y avait des trucs qui étaient qui ramaient tout simplement, donc de commencer à décortiquer le truc, voir un petit peu comment il était construit et là où on pouvait l'améliorer, et puis de se dire que c'était pas le futur. À l'époque ils avaient fait appel à un petit peu de conseil en architecture juste avant mon arrivée, et l'architecte les avait orientés vers une solution je pense un petit peu plus saine. J'aurais pas fait tous ces choix là moi, mais il y avait les choix notamment de Spring à l'époque, donc de faire de l'inversion de dépendance, de mieux identifier les contrats internes, de pouvoir câbler les choses de manière un petit peu plus évolutive, et en isolant mieux les problématiques au sein du code, ce qui est une chose ultra essentielle quand on développe. C'est un des trucs les plus importants, c'est bien penser son graphe de dépendance. Si j'ai un conseil à donner, c'est celui-là. Mais donc il y avait tout un système qui avait commencé à émerger sur ces concepts-là. Et donc c'était ça la cible architecturale. Et la question c'est quoi la cible et comment on fait pour y aller. Et ça c'est pareil, c'est un de mes mantras quelque part. C'est probablement la cible, tu l'atteins jamais en fait. Mais c'est pas grave. Tu fais toujours un pas dans la bonne direction, tu te rapproches de cet objectif. Puisque tu cours pas vers la cible avec un gros cycle en V, tu as le droit de changer de cible, tu as le droit de pivoter, tu peux changer d'avis, tu peux te dire tiens là je me suis trompé, je refais. Faut pas se tromper tous les jours, mais enfin quand on fait que des petits pas dans une direction donnée, c'est quand même plus facile de pivoter que de prendre de l'élan et de se mettre à courir. Et donc cette cible c'était de se dire on doit progressivement migrer vers des composants mieux. L'idée c'était pas de débrancher JBoss en tant que tel. L'idée c'est qu'on utilisait des EJB pour faire de la persistance, donc de retirer progressivement ça. Oui, mais par quoi on le remplace? Qu'est-ce qu'on a mis dans le truc d'à côté? Est-ce que c'est l'Hibernate ou est-ce que c'est
est-ce qu'on fait un truc à la mano, il y avait Spring JDBC, enfin voilà, les différentes couches d'ORM à l'époque, ça remonte à loin, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Java. Ouais, les EJB, ça fait un petit moment que... Les EJB, c'est vieux, mais même les Spring JDBC et tout ça, c'est bon. Et donc, en fait, c'était ça l'idée. JBoss en tant que tel, c'est un runtime comme un autre. Il y avait des choses intéressantes dans l'usage. Il y a un système de MessageQ à l'intérieur. Est-ce que c'est un bon pattern? Est-ce qu'on le sort? On passe sur un ActiveMQ et progressivement, clac, on débranche un morceau, un autre. Et puis, il y a des endroits où ça fonctionnait, on n'avait pas besoin d'aller plus que ça vers cette cible-là. Et donc, la décision rationnelle, c'est juste de dire, bon, on a d'autres trucs à faire. Réécrire pour réécrire, c'est pas une fin en soi non plus. Si tu as un système qui évolue pas et qui marche, tant que c'est pas en COBOL et que tu continues à trouver des ingénieurs qui savent développer. Non, mais c'est ça la réalité. Hein. C'est que le truc, tu l'isoles, il fonctionne. Sans doute, sur le plan du business, tu as mieux à faire à un moment donné que juste réécrire un truc pour le plaisir qui fonctionne déjà. Quoi. Et toi, tu développais encore? Ouais, moi je Parce que développe. là, c'est petite structure, architecte, mais... je me suis jamais vraiment arrêté de développer. Hein. J'ai la sensation que effectivement tu restes proche de la même technique et du code. Encore aujourd'hui. J'aime bien ça. Je le fais, on va dire, des fois quand je peux pas, ou quand j'ai plus le temps, ou quand les équipes sont trop grosses et que mon rôle c'est de prendre plus de la hauteur. Je prends de la hauteur et je m'écarte un petit peu du dev, même si j'aime toujours faire un peu de proto et ce genre de choses. Mais ouais, je développais. J'ai beaucoup développé chez Ileo, beaucoup, parce que j'étais pas forcément dans la roadmap à faire du business, mais dans la préparation des frameworks et dans le pompier aussi, à refactorer les trucs pas performants. Personne n'a trop le temps de s'en occuper parce que c'est toujours un peu compliqué la perf. Tu as envie de résoudre un problème, mais tu sais pas encore trop comment, donc tu sais pas en combien de temps tu vas y arriver. Et en même temps, il faut bien y arriver, donc il faut y consacrer suffisamment d'énergie et il faut pouvoir rester concentré suffisamment longtemps pour aboutir à un résultat. Puis Donc, si c'est pas toi qui as codé le code, t'as pas d'affect avec ça. j'ai pas d'affect, que ce soit mon J'ai pas d'affect. Non, le code c'est du code. Hein. J'entends parfois des développeurs avec les turnovers qu'on voit dans certaines équipes des fois. Il y a quelqu'un qui s'en va, ah bah oui, on va perdre de la compétence. Oui, c'est vrai, mais en fait, c'est du code. Donc en fait, on est des développeurs, le code, on va le lire, on va regarder, on va le passer au débugger, on va comprendre comment ça marche. Il n'y a pas de magie noire nulle part. Moi, j'ai développé cette expertise-là, en fait, de m'approprier le code de n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Justement, chez Ileo, on avait des problèmes de memory leak qui étaient en fait dans des librairies qu'on utilisait. Et en fait, tu vois ton truc qui se met à éclater sur out of memory, tu as juste le log de la JVM qui dit out of memory. Bon, et au début, le système, il est comme ça. Et donc, tu commences à regarder qu'est-ce que je peux trouver comme information dans une JVM. La stack trace de out of memory, qui en général, t'apprend pas grand-chose parce que ça peut claquer à un endroit qui n'est pas vraiment la cause en fait, du problème et de la surcharge. À savoir faire des heap dumps. Et puis, du coup, on dit tiens, c'est marrant, mes objets détenus, ils sont à tel grade dans tel endroit, c'est pas la nôtre. Ok, je prends le jar, je le décompile, je commence à regarder ce qu'il y a dedans, et hop, je rentre un ticket sur le. À l'époque, c'était pas GitHub, c'était sur. Je sais même plus. Bon, bref, sur les projets Apache de l'époque, comme il y en avait plein. Et voilà, Memory Leak dans une librairie qu'on utilisait. Un des exemples de Memory Leak, et du coup. Si tu veux comprendre d'où vient ta memory leak, tu n'as pas le choix, quoi. Soit tu es à l'aveugle, tu mets à jour ta version de librairie, puis tu dis je croise les doigts, ça va peut-être marcher. Soit tu mets le doigt dessus. Et donc moi je décompilais le code source et puis je rentrais le truc, je me suis abîmé les yeux pendant des heures et des heures sur certaines librairies à comprendre comment ça marchait. Et en fait, ça c'est de l'entraînement, et du coup derrière tu tombes sur une zone de code, tu veux comprendre comment ça marche, en fait c'est facile. C'est facile. Non, mais il n'y a pas de mystique en fait derrière tout ça. C'est de la pratique en réalité. Et ça, c'est de l'entraînement. C'est toujours pareil en fait. Si tu t'entraînes pas à faire ça, c'est difficile. Et alors, les memory leaks, ça vient souvent de quoi? Puis de ta fenêtre. Il y a plusieurs, on va dire. Ouais. Il y a deux catégories de memory leak pour moi. Il y a la lente et il y a la rapide. En fait, la rapide, c'est pas vraiment une memory leak, c'est plus. T'as été un peu trop gourmand en données. Ça fait trop de requêtes, chargé plein d'objets, ils sont tous à l'instant T nécessaires à l'exécution de ta call stack. Donc la requête elle est trop violente en base par exemple, ce genre de choses.
Et là, tout simplement, ça vient éclater le runtime parce qu'il n'y a juste pas assez de mémoire dispo pour servir le truc à l'instant T. La lente, c'est quand tu désalloues pas la mémoire. La lente, c'est une accumulation progressive. Et là, tu peux rien faire parce que tu vois bien que le truc se remplit petit à petit. Tu fais des PDF, 1, 2, 3, et au bout du millionième, il n'y a plus rien, il n'y a plus de place et le truc finit par éclater. Ça, pour s'en rendre compte, il faut avoir instrumenté. Donc en fait, on avait passé pas mal de temps à ouvrir les extensions, les points de supervision des JVM en JMX, etc. pour graffer dans le Cacti. À l'époque, on avait monté tout un truc là-dessus pour graffer les états de mémoire de JVM. Ça, c'est que du bonheur quand t'es en analyse derrière, parce que tu peux être proactif. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis tiens, je vois bien qu'il y a un système là, au lieu de récupérer sa mémoire régulièrement, il y a des graphiques caractéristiques en fait de JVM, d'évolution de mémoire. Ça monte, hop, garbage collection, ça redescend, ça monte. Et t'as le bruit de fond, et si ce bruit de fond là il monte, tu sais que t'as une mémoire leak. Donc t'attends que ça monte suffisamment, tu snapshots la mémoire, tu regardes ce qu'il y a dedans, tu diagnostiques, mais le truc n'a pas encore éclaté. Et comme tu le sais, tu le vois, un soir, un week-end ou un moment où ça perturbe pas, non mais tu redémarres le truc, comme ça tes clients sont pas impactés, personne ne voit rien, et toi en même temps tu as toutes les informations pour diagnostiquer et tu arrives à faire de la maintenance préventive. Et là c'est super parce qu'en fait tu rajoutes, tu rends ton truc de plus en plus robuste sans faire subir à tes clients des problèmes, quoi. Donc ça a été hyper gratifiant et c'est un des trucs on subissait très fort chez Ileo quand je suis arrivé. Ces problèmes. Tu connais le business d'Ileo, parce qu'on a mentionné des personnes d'Ileo tout à l'heure. Lorsque tu as un client qui doit faire sa réservation, et il est aux États-Unis, et il est 18h, parce que là-bas c'était le pic d'activité aux US, et il est bloqué dans sa voiture et il peut pas rouler, t'as un problème, quoi. C'est pas juste tu cliques sur un bouton pour avoir ta facture et ça marche pas. T'as un vrai problème d'un être humain qui est coincé dans le service que tu dois lui rendre. Et donc le truc, faut que ça marche. C'est du vrai 24/7, faut pas que ça s'arrête, quoi. Et ça, c'était vraiment super. Chez Ileo, j'ai vraiment appris ce côté 24/7, cette continuité, cette sensibilité à ce que c'est que la production. Et donc, tu vois, le côté, c'est complètement retourné par rapport à ce que je faisais CBO, du prototype, tu vois, ça marche, ça casse, on n'a pas tout traité les problèmes, etc. C'est pas grave, on est vraiment en phase d'innovation. Là, je tombe dans un produit avec une équipe super et tout, mais un produit qui avait des soucis, des utilisateurs, des gens bloqués dans les voitures. Voilà. Et là, pas le choix, mon gars, faut y aller, hein. Faut corriger, faut que ça tourne. Bon, allez, on se retrousse les manches, et puis on y va, puis voilà. Et du coup, chez Ileo, t'y restes quoi, 8 ans, ça? Ouais, 8 ans. J'ai vu passer des choses chez Ileo, ça a duré longtemps. C'est ma plus longue expérience en fait chez Ileo. Et tu arrives en tant qu'architecte? En tant qu'architecte, je ressors, on va dire, quasi CTO en fait. Ça veut dire quoi ça, quasi CTO? Quasi CTO parce qu'en fait, le codir de l'époque, donc le CTO de l'époque avec le CFO, était sur d'autres projets et allait partir. Et nous, moi et mon futur associé, parce que j'ai monté une boîte avec lui derrière, on était les successeurs. Donc moi, j'étais le futur CTO en fait de la boîte, sauf que chez Ileo, il y a eu des petits revirements stratégiques, et notamment dans le contexte avec Hertz, qui a rencontré quelques difficultés en 2013, et ça a fini par se propager et éclater. Et donc en fait, en 2015, je crois, 14-15, je sais plus, tout le management, la senior management team de Hertz a été remplacé. Il y a eu un scandale comptable, ils ont invalidé les comptes sur 3 ans. Donc c'était 3 ans, alors qu'ils sont cotés au New York Stock Exchange. Donc c'était pas super bien passé. Donc ça crée des remous. Conseil d'administration a fait un petit peu de ménage, et en fait, notamment pour illustrer le truc qui a vraiment changé derrière, c'est que le CEO de l'époque de Hertz a donc été remplacé, mais c'était un business developer. C'était un visionnaire, et c'est lui qui avait propulsé l'acquisition des Ileo pour mettre de la technologie et Ileo dans les véhicules de Hertz. Donc nous, quand on a été racheté, ça nous a ouvert des projets dont on n'aurait jamais pu rêver en restant une petite start-up, un opérateur indépendant, etc. Là, on est, pour donner un ordre de grandeur, on équipait environ 2000 véhicules. Donc Ileo n'est qu'un opérateur de technologie, c'est-à-dire qu'on propose la technologie, ensuite il y a des loueurs, des opérateurs d'autopartage qui, eux, mettent la technologie dans des véhicules et possèdent les flottes de véhicules et les mettent à dispo de leurs clients. On équipait environ 2000 véhicules
au moment du rachat. Et l'ambition de Hertz, c'était d'équiper, entre autres, au-delà du business de l'autopartage en Europe et à travers le monde, notamment les flottes de véhicules sur les aéroports américains. Il y a 300 000 véhicules, enfin à l'époque c'était ça, je ne sais pas comment ils ont évolué depuis, mais 300 000 véhicules sur les aéroports américains. Il y a 300 000 Ah, c'est huge, c'est fou. C'est incroyablement développé, on se rend pas compte. 300 000 voitures, alors pas que les aéroports en fait, hein. Globalement la flotte, ce qu'on appelle RAC, Rent a Car, chez Hertz aux États-Unis, c'était environ 300 000 véhicules à l'époque. Et voilà, dans une logique, tu vois, d'automatisation, streamline les process, etc. Bah, Hertz voulait automatiser tout ça avec de la techno Helio. Donc de 2000 à 300 000. On n'a pas fait, on n'est pas monté jusqu'à 300 000, mais ça a scalé quand même. on est monté à 90 000 maximum. Bah, je vais y revenir peut-être dans un second temps parce que j'étais en train de parler plutôt de quoi je parlais d'ailleurs. Je suis reparti sur un autre truc, je me suis perdu. On était parti sur les codires, sur presque CTO. Ouais, les codires, c'est ça. J'étais presque CTO. Donc au-delà des histoires de scale, finalement, Hertz a décidé de ne plus investir sur la technologie Helio. Et donc forcément, ça a eu des conséquences assez drastiques sur la vie des Helio, sur le nombre de personnes, etc. Donc il y a eu scale down des Helio à ce moment-là. Et toi, tu as vécu un scale-up et un scale-down. Scale-up, oui, on avait fait monter, on était 60-70 au plus fort, au plus gros. Donc moi, je devais reprendre la boîte avec Anthony de cette manière-là, sauf que du coup, décision de scale-down, ça redescend plutôt à 15. Et là, je fais plutôt le choix de m'orienter vers autre chose que de repartir sur une petite structure à 15. Ayant, si tu veux, déjà vu et déjà transpiré sur cette étape-là de la boîte, je me voyais pas remettre de l'énergie là-dedans, je me sentais plutôt partir sur autre chose. T'as accompagné le scale down, t'as dû l'assumer ou tu t'es dit je suis dans la charrette quoi? Ben les deux. Les deux, j'ai construit la charrette et je suis monté dedans. D'accord, voilà. ok. C'est comme ça que ça s'est passé. Ce qui a fait un truc cool pour moi, enfin pour moi, pas pour moi, je veux dire, je pense que on a essayé d'en tirer le meilleur malgré tout pour tout le monde et notamment pour les personnes qui restaient, en faisant en sorte que ça devienne une opportunité pour eux de monter, d'être promu, de prendre plus de responsabilités. Et donc je pense notamment à François derrière, entre autres, que j'ai pas croisé depuis un petit moment d'ailleurs, mais ça me donne envie de le revoir pour discuter un peu. Et puis c'était le moment où donc on formait un tandem, un petit peu le tandem de successeurs qui finalement n'a pas pris la succession avec Anthony qui était lui l'équivalent du CPO en fait, donc pas vraiment CFO mais CPO, mais voilà, très axé sur le business, sur la roadmap, sur les besoins du produit, etc. Donc moi j'étais ultra tech à l'époque mais quand même bien sensible à ce qui fait la valeur d'un produit. Et voilà, du coup, on a décidé de tourner la page et de passer à autre chose et de monter une boîte. Ce qui est marrant, c'est que quand tu as eu une phrase, tu as dit on a tâché de faire en sorte que tout se passe bien pour ceux qui restent. Alors que d'habitude, dans une charrette, l'attention se porte sur ceux qui partent ou ceux qu'on fait partir ou à qui on demande de partir. Ça, c'est marrant comme prisme. Ouais, parce que tout s'est très bien passé pour les 45 autres ou oui. Oui. En fait, c'est vrai que c'est tellement une évidence pour moi que parce que c'est de l'extérieur. Notre point d'attention, enfin évidemment, je te passe les détails et puis je suis même pas sûr de pouvoir vraiment rentrer dedans, mais la partie scale down a été Hertz voulait que ça se passe le mieux possible pour tout le monde, donc ça n'a pas été quelque chose de violent. Il n'y a pas eu on a laissé personne sur le carreau. Ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est passé. Évidemment, c'est jamais très agréable quand ça doit avoir lieu, mais on a été bien accompagné, que ce soit financièrement, avec des possibilités de reclassement, un accompagnement pour ceux qui souhaitaient créer des entreprises. Enfin voilà, vraiment tout a été fait pour que tout se passe pour le mieux pour les gens qui devaient partir. Ouais. Donc, ok, donc tu as accompagné à la charrette, mais tu t'es dit, ok, c'est un rôle, bon, c'est pas marrant, mais dans ces conditions-là, c'est bien fait. Quoi. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, derrière, c'est... Comment on fait pour que ceux qui restent se sentent pas mal? Pour ceux qui restent, bah ouais, parce qu'en fait, bien. si tu veux, c'est la question, c'est
quand tu passes de 70 à 15, forcément, il n'y a plus les mêmes ambitions sur l'entreprise, sur ce qu'elle doit faire, sur son périmètre d'intervention. Donc, il faut que ça reste intéressant, il faut que ça reste motivant pour les gens, il faut qu'il y ait des perspectives un petit peu à un moment donné, et pas forcément de recruter et de refaire grimper le truc à 30 personnes dans les 6 mois qui suivent, parce que sinon, ça n'a aucun sens, aucune logique, mais que voilà, on se dise en termes de business, on va préserver ce truc-là. Donc, par exemple, toute la partie business de ce qu'on appelle Hertz 24/7, qui est l'offre autopartage, et notamment en Europe. À l'époque, il y avait, je sais pas combien de temps ça a duré derrière, mais je pense un certain temps. Il y avait des scénarios de B2B2C dans lesquels Hertz mettait sur les aéroports de Lufthansa des véhicules pour les collaborateurs Lufthansa, si je ne m'abuse, à moins que ce soit pour les passagers, je sais plus. Bref, deal avec la Lufthansa et Hertz 24/7 Allemagne. Donc voilà, ça c'est du business, c'est intéressant, ça continue à avoir des utilisateurs. La partie projet sur Rent-A-Car aux États-Unis a été plutôt abandonnée. Mais voilà, il fallait préserver un noyau de business sur la partie autopartage avec Hertz. Et c'est ce qui a été fait. Et voilà, je ne sais pas qu'aujourd'hui, les personnes qui sont restées, quel bilan elles tireraient de la suite après 2015. Mais voilà, on a essayé de faire en sorte que ça passe le mieux possible. Voilà, l'impossible nul Ok, intéressant d'avoir cette perspective et ce prisme-là, d'organiser les choses pour aussi ceux qui restent. Quoi qu'il arrive, il faut organiser les choses le mieux pour tout le monde. Hein. Ça, c'est ça. Pour ceux qui restent, pour ceux qui partent. Donc, mais c'est vrai que je pense à ça en premier. C'est marrant. T'as raison. Je m'étais jamais posé la question sous cet angle-là. Et donc toi, t'en fais une opportunité. Exactement, ça devient une opportunité du coup de créer une entreprise en étant un petit peu accompagné. Sauf que voilà, c'était assez rigolo cette période parce que c'est pas comme si moi je suis pas un entrepreneur né dans le sens où voilà, j'ai de l'énergie, je sais faire plein de trucs, mais en termes de que ce soit prendre des risques, j'étais dans une période. Je venais d'avoir mon deuxième enfant. Tu mets pas toutes tes billes dans un truc. Comme tu peux le faire quand t'as rien, quand t'as moins d'attaches ou autre. Donc la prise de risque, c'est un sujet un peu plus difficile. Et puis surtout, une idée. Et oui, il faut bien avoir une idée. Y a plein de gens qui ont une idée qui les trotte, qui trottent dans leur tête pendant des mois, des années. Puis à un moment donné, c'est bon, ils se lancent, ils se décident, ils y vont parce qu'ils sont intimement convaincus que ça va être quelque chose, qu'il y a un coup à tenter, etc. Nous, on est parti en mode, on a une opportunité de créer une entreprise, ça se présentera peut-être pas tous les jours dans notre carrière, il faut qu'on la saisisse, mais alors qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, franchement, on sait pas ce qu'on va faire. On sait pas ce qu'on va faire, du tout. Donc, on a commencé. L'opportunité, elle s'est créée plus tôt parce qu'il y avait, tu savais que tu allais être à peu près à l'aise financièrement pendant Exactement. un an, Dans l'accompagnement, il y avait ouais. la partie. Il y avait tout ce qui avait été négocié lors du départ, plus derrière, effectivement, les indemnités, l'ARE, le retour à l'emploi de Pôle emploi, qui permettait d'être. C'est pas au niveau d'un salaire, mais c'est sûr que pendant 2 ans, tu t'es financé, quoi. Donc ça te permet de monter un truc sans prise de risque maximale. Donc c'est ça aussi l'opportunité. Cet accompagnement-là, il est... ça non plus, c'est pas fréquent de partir, de dire je vais monter une boîte sans savoir quoi. Voilà, et donc ça a été l'enjeu des mois qui ont suivi, parce que ça nous a pris des mois. Tu m'as dit tout à l'heure, l'important c'est pas la cible, c'est la direction. Et là, l'important c'était de trouver une cible, quoi. C'était de trouver une cible. Alors, on a fini par trouver. On a un petit peu erré. Au début, on s'est dit, est-ce qu'on essaye de pivoter, mais légèrement par rapport à notre cœur de compétences, qui est aujourd'hui une espèce de mix d'IoT, de gestion de flotte de véhicules, etc. Donc ça, c'est un petit peu notre cœur de métier. Sans trop trouver grand-chose en réalité. Et puis à un moment donné, on s'est dit avec Anto, attends, en fait, c'est peut-être la seule chance qu'on a finalement de conjuguer ce qui nous passionne dans la vie, dans notre vie perso, avec un contexte pro. Et assez naturellement, on s'est dit, la musique. Parce que du coup, je fais de la musique à titre personnel. Hein, je suis pas pro, mais j'ai une petite culture musicale. Enfin, on fait guitare, batterie, j'ai joué dans des groupes, etc. Donc, il y a ce côté musicien. Je continue d'ailleurs, voilà. Et Anto, pareil, musique. Donc, on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire dans la musique. Et on a commencé à réfléchir. Et on a fini par aboutir à ce concept qui a donné naissance à Swisp.
qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. L'idée, c'était de se dire... alors, je te passe toutes les étapes, parce que bon... je sais pas combien on a eu d'itérations sur le projet, hein, mais la vision finale était de se dire les groupes amateurs ont maintenant tous un smartphone dans la poche. Ces smartphones, ils arrivent à des capacités techniques de prise d'image notamment, de prise de son un peu moins, mais avec des prises USB. Voilà, on peut commencer à faire des trucs vraiment quali avec des téléphones. Et les petits groupes ont peu de moyens. Ils ont peu de moyens et ils ont besoin de faire beaucoup de promos. Donc l'idée, c'était de leur trouver un outil qui leur permette de faire de la promo à partir de ce qu'ils jouent, en utilisant des téléphones portables ou très très peu d'équipement. Et donc le concept, c'était pour un petit peu, on va dire, rendre le truc un petit peu spicy, c'était pas d'utiliser un seul téléphone, c'était d'en utiliser plusieurs. Le fait d'utiliser plusieurs téléphones, tu peux en mettre plusieurs sur une salle de concert, tu peux brancher plusieurs micros, et donc en fait tu te retrouves avec plusieurs prises de vue, plusieurs prises de son, et potentiellement ça nous permet derrière de faire un clip ou un live avec différents plans. Tu alternes entre différentes caméras, tu as mis un plan sur la batterie, tu as mis un plan large avec l'ensemble de la scène, chanteur, les deux guitares, je suis très groupe de rock, hein, du coup forcément c'est plus ma veine musicale, mais ça peut se prêter à d'autres styles. De mixer la bande son qui va derrière, d'aligner tout ça, de sortir un clip et de le rendre partageable sur Facebook, YouTube, Insta, ou ça aurait pu être TikTok aujourd'hui, c'était un petit peu avant l'avènement de TikTok. Et donc que le groupe puisse, voilà, avec très peu de moyens, faire de la promo et produire des artefacts musicaux. Donc on s'est lancé là-dedans, ça nous a pris un petit peu de temps pour converger. Il y avait de la concurrence ou des produits équivalents à l'époque ? Non, c'était peut-être un signal qu'on aurait dû regarder. Hein. Il y a un certain nombre de leçons qu'on a retirées de cette expérience-là. Mais il y avait des systèmes, pas forcément de prise de son, mais de comment ça s'appelait à l'époque, BandLab notamment, un truc développé Singapour, Hong Kong, je sais plus, qui permettait de faire... Alors je sais même plus ce que ça permettait de faire, mais c'était pas vraiment de la concurrence. Ils faisaient de la prise de son, il n'y avait pas la partie vidéo. Donc voilà, il y avait un certain nombre de choses qui gravitaient autour, mais qui étaient soit centrées sur du performing, vraiment des gens tout seuls, soit sur de la prise de son, mais plutôt juste le son. Et le côté un peu, je te fais un clip au milieu de ça, on n'avait pas vraiment trouvé d'équivalent à l'époque. Ce qui est à la fois bien et en même temps, toujours se dire, il n'y a pas de compétition, il y a un marché, il n'y a pas de marché. Voilà, on s'est lancé un petit peu là-dedans sans trop savoir. C'est rare de se dire, il n'y a pas de compétition, je suis le premier à avoir l'idée, quoi. Absolument. Mais bon, en même temps, on est sur des logiques d'évolution, de passer d'un produit à un autre, etc. On voyait un peu cet avènement des réseaux sociaux et leur usage dans les groupes. Donc on est parti là-dedans. Et peut-être avec des œillères, hein, mais on a décidé d'y aller malgré peut-être les signaux qu'on avait vus ou qu'on n'avait pas tous su voir à l'époque. Tu penses que tu lancerais le produit aujourd'hui, enfin, en termes de product market fit, on le ferait différemment. On a passé beaucoup d'énergie à l'époque à faire quelque chose qui fonctionne. Notamment, on a déposé un brevet. Parce qu'en fait, il y a une problématique de traitement du signal quand tu enregistres sur plusieurs téléphones qui sont non synchronisés entre eux, ils ont tous des quartz. Alors on a tous tendance à penser que 3,1 GHz c'est le même pour tout le monde, ou 44,1 kHz quand on fait de l'échantillonnage sonore. En fait, le 44,1 kHz de la petite interface sonore que tu as posée devant moi, c'est pas le même que celui de mon téléphone parce que le cristal il a des impuretés, c'est pas toujours exactement le même. Et donc ça drift, et c'est assez intéressant. Tu pourras faire un test un jour. Tu lances un chrono ou un enregistrement qui est censé durer 1 heure pile sur 2 téléphones en même temps. Si tu les arrêtes en même temps, il y en a un qui a 1 heure et 2 secondes et il y en a un autre qui a 1 heure et qui a 1 heure pile. Et donc en fait, 2 secondes c'est rien sur 1 heure, mais quand c'est sur des signaux musicaux avec des pêches de batterie, des trucs comme ça, qui sont en fait, entre guillemets, ça bave un petit peu en termes de son, c'est-à-dire que tu entends toujours un instrument dans un micro et dans l'autre. Mais du coup, si tu calcules, 2 secondes sur 1 heure, c'est quelques millisecondes petit à petit qui s'ajoutent. Et en fait, au moment, tu l'entends. Et assez rapidement, tu l'entends en fait. Et donc, il faut étirer un petit peu un signal ou compresser un petit peu l'autre dans le temps pour que le truc il soit bien synchronisé. Et ça, il faut le détecter.
faut le détecter, et donc il y a développé tout un algorithme de traitement du signal qui prenait les différentes pistes Ça s'entend vraiment et les Parce que réalisait. ça me Je te semble... garde. Ah oui, en fait, on l'a pas fait. Tu vois, Ouais. je parlais tout à l'heure d'être feignant, mais de manière intelligente. On a fait les prises de son, on a cherché à les mixer ensemble. Moi, j'étais équipé, j'ai un petit studio, un petit truc à Mao chez moi pour mixer. Tu t'importes d'un téléphone à un autre téléphone. Bah, en fait, tu peux rien en faire. Tu es obligé à un moment donné de décréter que cette partie-là est bien synchro, tu cut. Tu prends la partie d'après, tu détectes un décalage, tu fais tu mets un effet pour réaligner, et tu es obligé de faire ça plusieurs fois dans le morceau. Tu feras le test. Personne ne sait ça, enfin personne ne se rend compte de ça aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu fais une prise de son qui est en général faite par, certes, plusieurs micros, mais une seule interface qui fait l'échantillonnage. Donc tu as une carte son, 16 pistes, avec toutes les entrées, et donc forcément il n'y a pas de décalage. Parce que c'est la même interface qui numérise. Si tu numérises sur plusieurs interfaces, tu as des décalages. Plus ou moins, tu vois, ça dépend. Ouais. Tu as des trucs ultra pas précis, et puis tu as des trucs plus précis, et voilà, donc ça dépend. Mais en fait, comme tu es sur du matos qui est dans la poche du musicien, tu sais pas ce qu'il a en fait. Et donc, faut tenir compte de ça. Donc, il fallait être capable de détecter les écarts, et il fallait aussi être capable de synchroniser. Parce qu'en fait, il n'y a pas de clap comme au cinéma pour synchroniser toutes les prises. Tous ceux qui entendent le clap, ils disent ah bah oui, c'est là que ça tombe. Il faut synchroniser le son et l'image. Il faut qu'en fait, quand tu as la pêche de batterie qui a été filmée par le téléphone qui filme la batterie, il faut que ça soit la pêche de batterie partout, y compris sur le plan large. Il faut que la baguette elle tombe sur la cymbale au même moment dans les deux vidéos. Et donc là, c'est pareil. Il faut découper toutes les vidéos, il faut les réaligner pour que le point de départ ce soit le même, et qu'au fur et à mesure du temps, le décalage se répercute. Donc, beaucoup d'algorithmie. Comme je te disais, on a déposé un brevet là-dessus, parce que j'ai passé pas mal transpiré pour réussir à faire ça, parce que c'était une nécessité, sans quoi en fait techniquement le truc était pas automatisable. On pourrait tout reprendre à la main, mais bon, évidemment l'idée c'était de faire le truc de manière plutôt automatique, sans quoi ça scalait pas du tout évidemment. Donc voilà, et donc beaucoup en fait de technologie à monter. Quand tu me posais la question est-ce qu'on le relancerait aujourd'hui le produit, en fait le marché a évolué on est un petit peu vers du device encore aujourd'hui. Si tu te posais la question de la compétition de tout à l'heure, il y avait pas forcément de la compétition, mais il y a beaucoup de matériel qui a été construit par les différents équipementiers de prise de son qui est compatible avec téléphone pour utiliser les téléphones. Et historiquement Apple, parce qu'Apple ils ont toujours eu des bonnes couches de traitement du son avec du temps réel et ce genre de choses. C'est moins vrai sur Android, mais des petites cartes son qui se branchent en USB qui permettent de faire des prises de son en stéréo par exemple. Et maintenant on a des micros, il y a des micros. C'est des boîtes, il y a plusieurs micros dedans, ça fait des prises de son stéréo, multipistes, c'est un peu spécialisé batterie par exemple. Faire des prises de son de batterie, c'est quelque chose d'assez compliqué les prises de son de batterie, parce que entre la grosse caisse et les cymbales, t'as un spread de fréquence et de dynamique dans l'intensité du signal qui est très complexe à prendre avec un seul micro, quoi. Donc il y a des boîtes qui ont fait des micros spécialisés pour faire des petites captations de son de batterie mais avec un bon niveau de qualité, pour justement faire ce genre de choses. Tout le traitement du signal qui est fait derrière, le remix et tout, c'est quelque chose qui est assez largement encore inexploré, je crois, aujourd'hui. Mais la problématique de ça, c'est que d'abord, le marché est compliqué. C'est-à-dire que les musiciens amateurs, ils n'ont pas de quoi investir dans beaucoup de matériel, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc on était parti sur un business model de type freemium, mais on n'a pas vraiment réussi à choper quelque chose. On a essayé de pivoter en mode B2B, on a s'adresser à des petits labels. Donc on est parti au Midem à Cannes, faire le salon du Midem. Je ne savais même pas que ça existait à l'époque, donc c'était assez sympa. Et en même temps, c'est là où on a commencé à se rendre compte de, quelque part, au-delà de notre produit, il prend ou il prend pas en tant que produit, nos petites lacunes en termes d'équipe. Si je devais relancer un truc aujourd'hui, au-delà de la partie techno, il faudrait bien regarder c'est quoi l'investissement technologique à fournir, c'est quoi le go-to-market, parce qu'en fait, c'est un petit peu ça le sujet. C'est, sur un produit comme celui-là, partir à deux, un go-to-market, il y a de la R&D, c'est compliqué, en fait, ça prend très 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 longtemps. Et il n'y a rien de vendable en très longtemps, et ça a été un petit peu ce qui s'est passé pour nous, c'est qu'en fait, le go-to-market, ça rentrait pas dans notre calendrier. Mais aussi, il nous a manqué quelque part le commercial qui vend le truc qui n'existe pas, qui fait qu'à un moment donné, tu es obligé d'y aller parce qu'il a réussi à vendre quelque chose. Et en fait, ouais, tu as vendu ça, bon ok. Qui te ramène un petit peu les pieds sur terre en termes de business. Parce que nous, enfin moi notamment, ça c'est une des leçons que j'ai retirées. Je parlais du fait de ne pas être un entrepreneur né. Je sais faire plein de trucs, mais pousser des portes, y aller au culot, serrer des paluches, discuter avec tout le monde, etc. C'est un peu moins ma came.
Et, et je pense que ça nous a desservi. Ok, et donc ça, c'est ça, négliger et donc dans l'équipe, négliger la fonction commerciale dans la réussite d'une ouais, boîte, quoi. on l'a pas négligé. On s'est auto-convaincu qu'on y arriverait nous-mêmes. Et en fait, à un moment donné, quand c'est trop éloigné de ta perso ou autre, faut être suffisamment lucide sur soi-même pour se dire, faire tout ce qu'on voudra, ce truc-là, tu sais pas le faire en fait. Il y a des gens qui savent le faire, et toi, tu sais pas le faire. Bah ça, je sais pas le faire. Voilà, je suis pas un commercial. Je sais faire des calls commerciaux, expliquer en quoi le produit que je vends, il est bien fait, il est sécurisé et tout ça. Ça, j'ai pas de problème. Mais le côté commercial, trouver les opportunités, le business development, voilà, c'est moins dans ma Donc perso. du coup, si tu fais un post-mortem de cette expérience riche, malgré tout, Super riche. c'est savoir être lucide sur La bonne équipe pour démarrer. ce que tu vas pouvoir faire toi et Exactement. ce que tu ne sauras pas faire, et Voilà. pas négliger ou oublier le côté vente. Le côté vente ou un autre côté si c'est ce côté-là qui manque, quoi. De Ouais, se dire, ouais. voilà, c'est pas l'équipe en place. S'il y a pas quelqu'un qui dit non mais ça vraiment je l'ai fait, je sais le faire, j'aime le faire. Faut se poser les questions sur l'équipe, quoi. Peut-être Ouais. trouver un associé supplémentaire, voilà. Et le go-to-market, quoi. Et le go-to-market, absolument. Beaucoup d'énergie à monter tout un truc pour se rendre compte qu'on était arrivé un petit peu à expiration de ce qu'on était capable de faire et qu'en fait on vendait toujours pas et donc que ça allait être compliqué. Et là tu te retrouves devant le choix qui est le choix de je pense beaucoup d'entrepreneurs à un moment donné quand tu es en face d'un projet qui donne pas et où tu sais que tu vas pas pouvoir te payer avant X temps, de se remettre en prestation pour perfuser un petit peu la société avec du cash et puis pouvoir continuer le projet à côté. Ce qui nécessite voilà, une duplication d'énergie qui est parfois difficile à mener selon les contextes familiaux des uns et des autres. Et voilà, pareil, pour le coup, on a été lucide avec Antonio. Il vaut mieux, honnêtement, on s'arrête. C'est pas comme si on avait les prémices d'un truc qui allait décoller et qui allait carburer. On n'était pas là. On aurait éventuellement pu, à ce stade-là, faire ce choix-là s'il y avait eu la lumière au bout du tunnel, mais on n'y était pas. Donc on a préféré arrêter et se dire, nous, en fait, on veut travailler, y compris, même si on devait se mettre à faire de la prestation, en fait, on aime notre travail. Faire de l'alimentaire, c'est pas trop notre truc. Du coup, il faut qu'on retrouve un boulot qui nous intéresse vraiment. Donc, on a préféré faire un shutdown propre et puis partir sur d'autres projets derrière. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentré chez Data Legal Drive. Chez Data Legal Drive. Juste après, exactement. Chez qui je suis depuis 5 ans et demi maintenant, donc ça commence à faire un petit peu aussi. Ah, ça fait une belle page aussi. Ouais, ça commence à faire. Ouais. Tu rentres en tant que CTO ? Je rentre en tant que CTO, absolument. Là, c'est notre point d'entrée dans la boîte. Et alors, c'était rigolo parce que du coup, je m'étais dit que après avoir fait Swisp, il n'y a pas plus early stage qu'une boîte que tu montes toi-même, on est d'accord. Donc, je m'étais dit, pas d'early stage. Là, j'ai un truc qui a l'air un peu solide, je veux être un peu, je veux souffler un peu, être un peu plus tranquille. Moins de pression, moins de stress. Et puis, je tombe sur DLD qui, à l'époque, faisait 10 collaborateurs. En vrai, early stage. mais voilà, le courant est bien passé. J'ai vu le projet. Voilà, ce qui est rigolo aussi, c'est que moi, chez Swisp, on a fait un projet sur lequel on était passionné par le fond. Donc, la musique, c'était hyper cool. Hein. On est allé faire à Solidays, on a fait des enregistrements à Solidays sur des grosses scènes, des trucs hyper cool qui existent encore sur YouTube. Quand on Google Arad Kilo, Solidays, Swisp, on tombe sur des clips qu'on a montés. Bref. Vers quelque chose qui, a priori, là, comme ça, sur le papier, y a pas, moi, j'étais pas un passionné du truc, c'est-à-dire le RGPD. Matière juridique, la protection des données personnelles. Le métier de Data Legal Drive, c'est... Voilà, alors donc Data Legal Drive, on produit une solution de conformité qui aide les entreprises à piloter la gouvernance, la conformité vis-à-vis du RGPD. RGPD, c'est produit historique, et puis plus récemment, un produit sur l'anticorruption. Donc il y a des règlements, en gros, qui imposent aux entreprises de déclarer tout un tas d'éléments, que ce soit en interne ou auprès de certaines autorités. Pour la partie données personnelles, c'est la CNIL en France. Pour prendre un petit exemple rapide, le cœur du réacteur dans le RGPD, c'est ce qu'on appelle le registre du traitement des données personnelles. Donc toute entreprise qui manipule de la donnée personnelle doit tenir ce registre à jour. À chaque fois que, par exemple, j'ai une entreprise, j'ai des collaborateurs, je dois les payer. Pour les payer, j'ai besoin de collecter de l'information. J'ai besoin en général d'avoir un RIB, d'avoir un numéro de sécu.
Pourquoi est-ce que je détiens ces données? Donc ça doit apparaître dans le registre. Là, donc la raison, c'est ce qu'on appelle la finalité. La finalité, c'est que je dois les payer et je dois faire des déclarations à l'URSSAF, ce qu'on appelle les DSN. Qu'est-ce qui m'autorise à faire ce traitement? En fait, je suis autorisé à collecter le relevé d'identité bancaire parce que j'ai signé un contrat avec le collaborateur, parce que j'ai une obligation légale de faire ces déclarations auprès de l'URSSAF. Très bien. Ces données, je les conserve combien de temps? Je les conserve au moins pendant le temps de la relation contractuelle. Peut-être que je les garde jusqu'à 1 an après la fin, si jamais j'ai un solde de tout compte à faire ou autre, ou des régularisations. Ça, c'est la durée de conservation, très très important dans le RGPD, parce que dans le RGPD, il y a les principes de minimisation, proportionnalité des informations qu'on détient. Enfin, la finalité, c'est quoi? C'est de se dire que les entreprises ne doivent pas conserver des données personnelles qui ne leur servent à rien, juste pour le plaisir, quoi. Pour le plaisir de pouvoir les utiliser un jour. Il faut qu'il y ait un but précis. Il doit être encadré précisément, les données doivent être sécurisées. Donc dans ton registre, tu vas dire, ces données-là, je les ai sécurisées sur un serveur chiffré, des techniques de chiffrement, d'accès, de protocole et autres. Ça peut être des mesures techniques. Il y a un truc très important dans le RGPD, c'est la notion de sous-traitance. Parce que souvent, quand je paye mes collaborateurs, je n'ai pas redéveloppé un système de paye, j'utilise PayFit ou un autre. Et donc je les envoie à quelqu'un, ces données. Si je les envoie en dehors des États-Unis, en dehors de l'Europe, par exemple aux États-Unis, est-ce que je suis couvert par les mêmes garanties que le RGPD? A priori, non, pas par le biais du règlement, mais du coup, quelle est la garantie juridique qui s'applique? Donc, tu vois, il y a plein d'éléments. Et ça, c'est un traitement. C'est un traitement, et puis ce traitement, il vit dans le temps. Il y a des traitements qui sont plus ou moins stables. La paye, en général, c'est relativement stable. Mais les campagnes marketing, je collecte des emails, je fais de la prospection commerciale, je fais du recrutement. Voilà, tout ça, c'est encadré par le RGPD. Et qu'est-ce que tu fais avec tes données personnelles? Donc, nous, on a un système qui permet de déclarer tout ça, de le maintenir à jour, de mettre les bons acteurs autour de la table, d'avoir un cycle de vie, d'avoir du reporting qui est construit par-dessus, d'avoir des droits d'accès, de s'adresser à des grands groupes, parce que dans un grand groupe, une petite entreprise a, on va dire, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de traitements. Pour une activité qui est pas sensible. Après, il y a des gens qui font des traitements de données médicales, voilà, tout de suite ça devient un petit peu plus touchy. Un grand groupe, et nous on a des grands groupes qui font plus de 200 entités juridiques en clients. Ils ont plusieurs milliers de traitements de données personnelles à manipuler, à mettre à jour, etc. Donc, il faut des systèmes pour gérer ça. Donc, nous, on propose ça à nos clients. La boîte, elle se crée avec la loi? La boîte se crée avec la loi. Elle a été fondée par Sylvain Staub, qui est avocat spécialiste en propriété intellectuelle et en droit de l'IT et de la data. Donc, en fait, lui, à la base, était avocat. Il avait des clients qui étaient soumis aux problématiques du RGPD. Et c'est un peu comme ça qu'il a vu le truc. Pour le coup, il y a un marché et il n'y a personne dessus pour l'instant. Exactement. Donc c'est comme ça qu'il fonde Data Legal Drive. Il le fonde avec sa femme Maëlys, qui elle avait une petite entreprise de développement. Il faisait une solution de reporting, donc avec des développeurs du coup. Donc c'est ce mariage du besoin métier identifié côté business par les clients du cabinet d'avocats et la capacité à développer un produit derrière qui donne naissance à Data Legal Drive en 2018. Et de manière évidemment pas tout à fait innocente, les statuts de DLD sont déposés à fin mai 2018, qui correspond à la date d'entrée en application du règlement en France, enfin en Europe. Donc voilà, c'est comme ça que ça se monte. Moi, je rejoins l'aventure quelques mois plus tard, parce que je suis arrivé en février 2019. Et donc à l'époque, il y avait les développeurs de l'époque qui travaillaient avec Maëlys, basés à Boulogne-sur-Mer. Donc ça, c'est un petit truc exotique chez Data Legal Drive, c'est le fait d'avoir des gens à Boulogne-sur-Mer. Et donc je prends effectivement le rôle de CTO. Et donc à l'époque, il y a 3 développeurs, un DevOps à mi-temps, et en casquette, je prends aussi la partie support. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait le Customer Success. Support du Customer Success. D'accord, ok. Qui était basé à Boulogne. Et donc, en fait, je deviens le responsable de Boulogne, basé en région parisienne, avec toutes ces activités-là. Et donc voilà, c'est assez rigolo le démarrage. Un produit plein de potentiel en termes de business, mais avec une équipe très jeune, pleine de fougue, mais qui avait vraiment besoin de quelqu'un d'expérimenté pour la mettre sur les rails et que l'énergie soit correctement canalisée pour développer de la bonne manière. Donc il y a plein de choses à apprendre et comment faire progresser le produit, et ça a été 5 années très très riches en
en progrès, en tentative, en des choses qu'on a refaites, des choses qu'on a gardées, des choses sur lesquelles on a capitalisé. On s'est bien marré, puis on n'a pas fini parce qu'il y a encore plein de trucs à faire. Alors, on a beaucoup évolué, puis on a eu l'occasion de passer par des transitions architecturales diverses, hein, notamment lorsqu'on s'est lancé dans l'écriture d'un deuxième produit. En fait, on n'a pas vraiment écrit un deuxième produit, on s'est dit, toujours dans cette logique d'être un petit peu feignant, mais de manière intelligente. On a écrit un système qui sait faire ça, on n'a pas envie de l'écrire une deuxième fois. Certes, quand on l'a écrit, on ne pensait pas qu'on allait devoir s'en resservir, donc on a un petit peu de boulot pour découper autour et on le transformer en quelque chose qu'on peut mettre dans un socle sur lequel n'importe quel de nos futurs produits pourra s'appuyer. Et donc, on a entamé des transitions d'architecture pour passer sur une architecture qui n'est pas encore exactement microservice, mais c'est la cible. Orienté service, exactement, c'est la cible. Mais il faut y aller étape par étape. Une fois qu'on a suffisamment isolé un système et qui rend les services qu'on a besoin qu'il rende à l'instant T, bah, on a peut-être plus d'énergie à déployer sur de la valeur pour les clients ou d'autres sujets par ailleurs. Donc voilà, donc du coup, quand je suis arrivé chez DLD, je me souviens encore, j'ai regardé un petit peu les équipes, le produit, j'ai audité un petit peu le code. Et tout de suite, décision de recrutement, il nous fallait absolument quelqu'un à la qualité. On n'allait pas pouvoir engager des travaux d'importance sans un minimum de process qualité derrière. Restructuration aussi sur la partie agile, parce que les gens avaient une connaissance intuitive de ce que c'était. Mais voilà, à nouveau, des gens un petit peu... Enfin, des gens assez jeunes. L'agile, comme tout bon principe, il y a un peu la théorie, il y a tout ce que tu lis sur Internet, le by the book. Et puis, en fonction des organisations, en fonction des déploiements, en fonction de... T'as un PO, t'as pas de PO, t'as des commerciaux. Est-ce que le CEO, il appelle les développeurs? Ou est-ce qu'il faut... tu sais, dans une toute petite boîte, à un moment donné, ce genre de choses arrive, hein, c'est normal. Donc, introduire la bonne dose de process, la bonne dose d'agilité pour assainir un petit peu la manière dont tout ça fonctionne, pour partir sur des cercles un et petit 5 peu ans vertueux. plus tard, du coup, les équipes sont plus grandes. On peut imaginer la cible d'organisation, de méthodo, de suivi, les plus by the book ou moins, ou pareil. Honnêtement, je pense qu'on fera jamais de by the book. La taille des équipes a pas mal évolué au fil de l'eau. On a pu monter, on est un petit peu redescendu, et donc en fait, et puis il y a ce qui se passe aussi dans la vie d'une boîte, et en fait, que ce soit en termes de business ou autre, et en fait, il faut ajuster. Je pense que viser le by the book, pour moi, c'est pas un objectif. Je suis quelqu'un de hyper pragmatique. Je regarde à un instant T, je dis c'est quoi nos problèmes, et donc on essaie de regarder c'est quoi nos problèmes, c'est sur quoi on doit agir. Est-ce que c'est un problème méthodologique? Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est un problème de la technologie qu'on utilise? Voilà. Il est où le problème? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le résoudre? Et ne résoudre que des petits problèmes. Après, bien sûr, on peut faire des choix structurants, de déployer tel méthodo, mais globalement, on peut toujours y aller de manière continue pour moi. Donc on peut viser un objectif, y compris en termes de méthodologie. Et puis en fait, s'arrêter un petit peu au milieu, parce qu'on dit non, mais finalement là ça tourne bien, tout le monde est content. Bon, encore la direction et atteindre la cible, c'est pas le sujet. Ouais. Moi, atteindre la cible, c'est jamais vraiment mon objectif. C'est marcher dans la direction de la cible, parce qu'il faut avoir une direction. Si t'as pas de direction, tu tâtonnes dans le noir et ça va pas. Mais c'est pas la cible mon objectif. Moi, comme je te disais, je suis pragmatique. J'aime mon métier, mais tu vois, on revient sur la partie avoir un produit en prod. Mon seul et unique but, c'est d'aligner tout ça pour produire un maximum de valeur pour les clients. Maximiser la valeur de la société, c'est ça notre objectif. Et donc on maximise la valeur en mettant des fonctionnalités intéressantes, en signant des clients avec des choses qui rendent des services, de vrais services, en gardant les clients parce qu'ils sont satisfaits de leur usage dans le produit. Voilà, c'est le seul et unique but. C'est le seul truc qu'on doit réellement accomplir, c'est ça. Le reste, c'est juste des moyens. Et quand on arrive CTO d'une petite équipe, 3 personnes, 0,5 ETP en DevOps, on a plusieurs casquettes, beaucoup, dans du early stage. Aujourd'hui, tu as toujours beaucoup de casquettes. C'est quoi tes casquettes principales? Est-ce qu'il y a des casquettes dont tu vas te débarrasser? Ou tu souhaiterais être moins utile? Alors, j'ai beaucoup de casquettes. Ça, c'est certain. Si je compte un peu les missions dans lesquelles j'interviens,
Je fais du management, forcément, parce que du coup, c'est mon département. J'ai un rôle de vision technique. Cette cible, je suis une des parties, entre guillemets, les plus importantes dans la définition de ce que c'est que cette cible, en lien avec le business et les choix stratégiques qu'on fait en termes de bizdev au comité de direction, parce que du coup, je suis aussi au comité de direction. Je suis le RSSI, donc le garant de la sécurité, évidemment, du produit, mais aussi pas que, c'est-à-dire les outils de travail, les laptops et tout ça. Donc voilà, j'ai développé une petite compétence dans Azure, Azure AD pour déployer des stratégies qui vérifient que ton laptop il est correctement chiffré. Et comme ça, je dors tranquille. Je sais que si tu fais piquer ton laptop, on n'aura pas de problème. Donc je fais ça. Je fais pas mal d'avant-vente, puisque du coup, étant le représentant du produit, de la technique au sens large vis-à-vis de l'extérieur pour Data Legal Drive, c'est un petit peu moins vrai maintenant, parce que j'ai monté un staff senior quand même sous ma responsabilité qui est plutôt très très compétent et qui nous aide beaucoup et qui représente aussi. Mais voilà, quand il faut notamment discuter de la sécurité du produit en face d'un grand compte, en phase de signature ou en soutenance, ou de nos capacités d'intégration sur API, enfin voilà, tous les sujets un petit peu comme ça qui tombent, c'est des choses dont je m'occupe. J'ai le côté architecture. Tu sollicites des cabinets d'audit pour auditer la sécurité? On fait une fois par an test d'intrusion Ouais. sur la plateforme. Ouais, c'est toujours très intéressant les tests d'intrusion. On apprend des trucs, ça nous permet de nous maintenir à jour sur les bonnes pratiques de sécu. Ce qui est une remarque l'année dernière devient une vulnérabilité l'année d'après. Est-ce que tu les... Est-ce que... Je sens bien la question, je suis obligé de répondre oui. Est-ce que tu es content quand ils trouvent des failles? Est-ce qu'ils sont mieux rémunérés s'ils en trouvent? Alors non, on fait pas ça au bug bounty. On pourrait, je pense qu'on a atteint un niveau de maturité en termes de sécu qui fait qu'on pourrait éventuellement ouvrir du bug bounty aujourd'hui. Mais non, historiquement, on a toujours organisé avec un PASSI un test d'intrusion sur une semaine, 10 jours au forfait. En fait, c'est assez ambivalent la réaction quand on te détecte une vulnérabilité. Oui. C'est toujours un petit côté vexant, forcément. Ah, zut, celle-ci, j'aurais dû l'avoir. Après, ça dépend de la gravité. Ça nous est arrivé que le cabinet tombe sur des critiques. Auquel cas, en fait, à la fois on se dit la barbe, ce truc-là n'aurait pas dû arriver. Donc en fait, surtout ce qu'on essaie d'en faire, évidemment, on est un petit peu vexé, mais ce qu'il faut arriver à faire, c'est passer outre ça et arriver à faire des post-mortem derrière pour dire comment ce truc est arrivé, qu'est-ce qu'on a loupé dans notre phase de dev. Est-ce que c'est un truc legacy qu'on teste plus? Est-ce que c'est dans notre process, on a oublié de cocher une case dans notre ticket Jira, dire en fait j'ai pensé aux habilitations de tel point d'API que je suis en train d'ouvrir, ou je les ai oubliés plutôt. Donc c'est ça, en fait, faire de chaque problème une force pour l'avenir. Produit, quoi. Voilà, exactement. Après, c'est pas une science exacte, mais on essaye de faire ça. Donc on se vexe toujours un petit peu au début. Mais on essaie d'en faire une force. Et puis évidemment, second point, on est quand même content qu'ils les trouvent parce qu'on préfère qu'ils les trouvent et qu'ils nous les disent plutôt que ça reste ouvert et d'avoir quelque chose de beaucoup plus embêtant derrière. C'est plutôt un exploit, une fuite de données. Là, ça nous est jamais arrivé et je pense qu'on fait tout ce qu'il faut pour que on minimise les risques que ça puisse se produire. Mais c'est ça le pire. Perdre des données clients, il n'y a rien de plus dramatique pour une entreprise comme la nôtre. Donc ça, c'est pareil en termes d'obligation de résultat. On met la barre assez haut là-dessus. Donc on est content de les trouver, quoi qu'il arrive, au-delà de la petite réaction. Et après, on a tellement bossé là-dedans que désormais, dans les pentests, en général, c'est des petites choses qui sortent. On a épongé cette partie sur les premiers. Le premier que tu fais, c'est le test. Moi, le premier pentest qu'on a fait chez DLD, j'ai mis des équipes j'ai mis 2 personnes pendant 1 mois sur le truc à regarder le truc sous toutes les coutures et on en a vu plein par nous-mêmes. Et puis pendant le pentest, oui, ça arrive, il faut le savoir. Je pense que la sécurité, c'est un monde dans lequel il y a pas mal de bienveillance. Je pourrais en reparler sur un autre truc qu'on a vécu, mais les gens préfèrent que tu leur expliques, enfin les prospects, les clients, que tu leur expliques que tu as eu un problème et comment tu as su y faire face, plutôt que de faire l'autruche, dire que tu n'as jamais de problème.
jamais de problème. Mais en fait, quand tu n'as jamais de problème, on ne sait pas comment tu réagis en face d'un problème. Et la réalité du terrain, c'est qu'en fait, des problèmes, il y en a. Je veux dire, les plus grands éditeurs se font pirater des trucs. Faut pas voir ça comme une fatalité, au sens ça va nous arriver un jour. Mais en fait, ça fait partie un petit peu du game. On fait tout ce qu'on peut pour se blinder dans tous les sens. Le risque zéro, il est un petit peu, ça n'existe pas. Donc, on fait ce qu'on peut, mais quand ça arrive, ben, faut déjà avoir fait tout ce qu'on pouvait pour pas que ça n'arrive. Et quand ça arrive, faut avoir les bons process et les bonnes réactions en face de l'incident pour prendre les bonnes décisions et corriger ce qui va bien. Et puis communiquer dans les temps, etc. Enfin, faut assumer son truc. Et voilà, on a eu à un moment donné, nous, un incident sur un piratage de boîte mail. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Ça nous a amené, on a été en contact, donc on a pris tout un tas de mesures à la suite de ça. On a fait un certain nombre de calls à l'époque, enfin j'ai fait un certain nombre de calls avec un certain nombre de RSSI de nos clients qui se sont un petit peu inquiétés, mais qui sont surtout venus me voir en disant vous avez un incident, est-ce qu'on peut vous aider, comment est-ce qu'on peut vous aider, nous il nous est arrivé ça, voilà ce qu'on a dû faire, et c'était ça la source du problème. C'est voilà, on n'est pas là pour se taper dessus, on est là pour s'entraider et faire en sorte que notre écosystème soit le plus sécure possible. Donc ça c'est assez chouette avec la sécu. Et en parlant de, tu disais, faut savoir réagir face à un problème. Comment tu réagis quand il arrive? Tu fais un peu de chaos engineering? Moi je panique et je m'enfuis. Non, je fais pas de chaos engineering, ou alors je le fais sans savoir ce que c'est. Le terme ne m'est pas inconnu, mais les détails, faudra que je regarde un petit peu de quoi ça parle, le chaos engineering. J'aurai l'occasion ce sera un petit peu un des 5 trucs que j'aurai appris dans la journée. Il faut toujours faire ça. Le soir quand tu te couches, tu regardes les 5 trucs que tu as appris aujourd'hui. Chaos engineering, ça sera mon truc du jour. Du coup, c'est quand tu fais un petit peu un jeu de rôle où tu simules une vraie intrusion et tu regardes comment les équipes réagissent. Non, on fait pas ça. On devrait probablement, c'est des mises en situation, ou bien il y a aussi par exemple faire des tests de phishing un petit peu. Ça c'est encore autre chose, mais on fait pas comme ça. Aujourd'hui, on a réagi par rapport aux expériences passées sur des situations plutôt réelles. Et voilà, mais ça se pratique, c'est comme tout. Et après, combien de temps tu as y consacré versus les autres trucs. Donc entre les pentests, les procédures, les calls d'avant-vente, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est un des axes de progression probablement qu'on pourrait encore creuser pour aller plus loin. Ok. Et il en faut. Il en faut. Après on s'ennuie. Hein. Une fois qu'on a, non mais moi, enfin le jour où comment dire, je sers plus à rien. En fait, à quoi je sers moi? Je sers à faire ça. Je sers à identifier les endroits sur lesquels on doit progresser et puis faire en sorte que on y mette de l'énergie et que globalement la boîte progresse. À nouveau. Hein, c'est pas une cible, ça, vouloir la cible non atteignable, ne plus servir à rien. Normalement, c'est pas atteignable. Enfin, j'espère que c'est pas atteignable. Mais en fait, le jour où c'est atteint, peut-être il faut que je change de métier ou de boîte. En fait, c'est le truc. Moi, là, c'est plus une question d'attrait personnel. Je suis plutôt un builder. Parce que je cherche toujours le coup d'après. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est quoi notre prochain axe de progression? Que ce soit dans le produit, dans la technique, dans la méthode, tout ce que tu veux. Une fois que tout tourne, et qu'il n'y a plus rien à faire, ce en quoi je ne crois pas honnêtement. Je ne connais pas de boîte qui soit dans ce mode-là, en tout cas pas dans notre écosystème de petites boîtes. Tu vises toujours de la croissance, tu vises toujours le truc d'après. Je n'ai pas de boîte qui se disent moi c'est bon, je m'arrête à ça, et puis ça tourne. Donc ouais, c'est inatteignable, mais ouais, je cours toujours vers l'horizon, quoi, en gros, c'est ça. Eh ben écoute, ça pourrait faire une bonne punchline de fin. Ouais. Néanmoins, il me reste quelques questions. Oui. Que tu connais probablement. Est-ce que tu as un proverbe, une expression, qui t'accompagne? Alors j'en ai deux. J'en ai plus que ça, mais elles viennent assez, spontanément. Donc en fait, ça m'arrive souvent de sortir des dictons, des machins. Je fais beaucoup de métaphores aussi. Je suis un mec de métaphores. J'aime bien m'appuyer sur des notions. Typiquement, et après je réponds à ta question. Je sais pas. Mais je prenais une image l'autre jour en parlant de dette technique et notamment quand tu mets pas suffisamment à jour tes librairies, tu finis par ce que je prenais la métaphore un petit peu de l'alpiniste qui mousquetonne pas assez haut. Et en fait, il finit par être
ça accorde ce temps. Et en fait, tout ce temps, parce que tu tires sur le premier élastique, c'est ta librairie qui s'endette. Tu peux la mettre à jour jusqu'à un certain point, mais tu tombes sur une deuxième librairie qui va falloir mettre à jour. Et puis à un moment donné, en fait, faut tout mettre à jour. Si t'as pas fait gaffe, si t'as pas monté ton truc, tout ton système il s'enquiste parce que en gros, tout s'est auto-bloqué, quoi. Et donc, petite métaphore que j'arrive à mal retranscrire là d'ailleurs sur la partie alpinisme. Mais voilà. Et en fait, du coup, je reviens un peu sur cette histoire de fainéantise un petit peu intelligente. Souvent, dans le développement, soit on voit pas assez loin, soit on voit trop loin. C'est un peu difficile de mettre le truc au bon endroit. Et lorsque je vois quelqu'un qui est allé un petit peu trop loin et que ça crée des soucis un petit peu derrière, faut détricoter des trucs qui sont un peu trop complexes ou autres, je dis que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parce qu'en fait, c'est une constante, je sais très bien, les gens sont pleins de bonne volonté, ils veulent bien faire les choses. Mais du coup, parfois, ils veulent trop bien faire, ils s'embarquent dans des trucs et ça crée des soucis, et parfois des soucis importants. Donc l'enfer n'est pas de bonne intention, faisons attention, on est tous de bonne volonté, mais il faut savoir s'arrêter. Voilà. Ça, c'est le premier. Le second, qui est un peu plus rigolo, qui, pour le coup, ne s'applique pas vraiment à mon métier, s'applique plutôt au style de musique que j'écoute. Je sais pas si tu te souviens de cette pub de... je sais plus si c'était Pirelli ou Bridgestone, c'était des pneus. Et il disait sans maîtrise, la puissance n'est rien. Ouais, Voilà. Ça parlera à beaucoup de monde, je pense. Voilà. Et ben, moi, je préfère le dire dans l'autre sens, c'est que sans puissance, la maîtrise n'est rien. Donc, tu peux maîtriser un instrument, tout ce que tu veux, mais si t'envoies pas de l'énergie avec, eh ben, tu te retrouves avec un truc un peu creux, un peu plat. Voilà. Donc, j'aime bien ce truc de sans puissance, la maîtrise n'est rien. Ça marche dans les deux sens. C'est rigolo, effectivement. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as un surnom? Ouais, bah alors déjà, mes amis, les gens qui me côtoient et tout m'appellent Fab. Hein. On s'embarrasse pas le petit diminutif classique. Du Fabrice. Hein. Et puis sinon... Ta maman, elle t'appelle comment? Ma maman, elle m'appelle Fabrice. Elle n'arrive pas à diminuer. Elle n'arrive pas à faire... Elle n'arrive pas à diminuer. Il y a un surnom dont je me suis débarrassé quand j'ai quitté le collège. Vu que j'avais un an d'avance, j'avais un côté un peu plus jeune que les autres et il m'appelait Fafa. Ça, j'aimais pas du tout. C'était un peu grotesque. Et sinon, plus rigolo, j'ai pratiqué la musique en groupe et le chanteur de ce groupe-là, il m'appelait Fabi Babeloula. Parce que c'était c'était un grand amateur de... C'est pas un diminutif pour le coup. Hein. C'est pas un diminutif, c'est un surnom. C'était un grand fan des Simpsons. Alors il le faisait avec la voix de Ned Flanders. Et donc, faut imaginer Ned Flanders qui dit Fabi Babeloula, comme il pouvait dire, je sais plus, je l'ai plus en tête, mais il avait tendance à enrichir un petit peu les noms comme ça quand il s'adressait aux gens, Ned Flanders dans les Simpsons. Voilà. Ok, sympa comme surnom, effectivement. Est-ce que tu donneras un titre à cet épisode? Alors, ça a été une de mes trames là, mais ça fait pas un titre très joli, la fainéantise intelligente, c'est quand même pas très vendeur. Qu'est-ce que je pourrais donner comme titre? Je te propose un truc. Vas-y, fais-moi une proposition. Sinon à base de Pirelli et de cible, sans direction, la cible n'est rien, ou l'important c'est pas la cible, c'est la direction, ou quelque chose comme ça, qui est revenu pas mal de fois dans le... La cible, ouais, un truc autour de la cible, c'est bien. Viser la cible sans chercher à l'atteindre. Viser la cible sans chercher à l'atteindre. Je pense que c'est la manière de le résumer, peut-être, que je pourrais te proposer. Ouais. Écoute, ça marche. Ça marche. Et bah, c'est la dernière question, du coup, celle que je t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose. Est-ce qu'il y en a une? Ouais, j'ai beaucoup parlé de mon boulot, de tout ça. J'ai assez peu parlé de moi. J'ai rapidement parlé de la partie musique, mais si tu devais me poser une question sur mes hobbies, un petit peu ce que je fais d'autres de mon temps en dehors de la musique, alors. En dehors de la musique, oui, en dehors de la musique. Bah alors, je fais de la musique. Qu'est-ce qui se passe en dehors de la musique? Je bricole énormément. En fait, tout ce que j'applique, en fait, c'est un peu ancré en moi, ce que j'applique au quotidien dans mon boulot. C'est aussi comme ça que je gère plein de situations dans ma vie privée. J'avais cet exemple de la Memory Leak tout à l'heure, où je suis allé décompiler le truc pour comprendre où précisément se situait le problème. Bah, en fait, je fais la même chose avec, par exemple, mon équipement. Là, il y a quelques mois, j'ai mon four encastré là, qui m'a lâché. Moi, mon premier réflexe quand j'ai un truc comme ça qui se passe, c'est je démonte le truc,
Je le démonte complètement, je le sors de son logement, je retire la carcasse, je regarde l'électronique et j'essaie d'imaginer, je vais sur des forums, etc., je me documente. J'essaie d'imaginer ce qui peut avoir cassé. Tu fais des soudures. J'ai un voltmètre, j'ai un poste à souder, j'ai tout ce qu'il faut, puis j'ai gardé quelques connaissances d'électronique. Du coup, typiquement sur ce four, j'ai identifié un problème sur les relais de puissance. Je suis allé acheter des relais à 10 € sur un site d'électronique, 10 € de livraison aussi quand même. Pour 20 €, j'ai réparé mon four. J'y ai passé un petit peu de temps, mais voilà. Puis il y a un côté vertueux, j'aime bien en ce moment, ça participe un petit peu aussi à un truc un peu de. Mais t'aimes bien ça? Un peu décollé. Oui, bien sûr, je prends beaucoup de plaisir à réparer les trucs. Sinon, moi je trouve ça hyper gratifiant. Je sais comment fonctionnent les choses, j'ai besoin de comprendre comment fonctionnent les choses, voir les rouages internes du truc. Et quand ça casse, je passe un petit moment avant de me dire c'est foutu, j'y arriverai pas, faut que je remplace, soit faut que j'envoie chez un dépanneur. Donc je fais ça avec ma voiture, j'ai fait ça avec mon robot aspirateur, j'ai fait plein de trucs quoi. Voilà. Ok, et écoute, c'est beau de savoir faire ça. Je l'ai appris, des fois ça agace un peu. Le petit côté ingénieur qui est resté quoi. Ça agace ma femme, elle aimerait bien que je passe plus de temps sur d'autres trucs que dans le four, mais bon écoute. Voilà, c'est aussi une de mes passions. Bah, bientôt tu répareras les fours avec les gamins. Bah, si vous avez un problème de four, vous m'appelez, je répare les fours aussi. C'est dangereux ce que tu viens de faire, attention. Ouais, c'est la petite blague de fin. Mais appelez-le quand même. Je peux vous donner des conseils. Et bah merci pour l'échange et puis très bonne merci également. Continuation à toi dans tes projets chez Data Legal Drive, le multi-casquette et les prochaines réparations. Du coup. Ça marche. Merci Pierre. Ciao. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.